Ok, on est parti. Ouais, très bien. Merci Carlos d'être là. Bienvenue sur Dual. Avec plaisir. Pour commencer, je te propose de te présenter et puis de présenter ton parcours professionnel. Très bien, oui. Alors, il est varié, je m'excuse d'avance, mais enfin, j'ai eu plusieurs vies. J'ai 36 ans, 37 ans tout bientôt. Et j'ai 2 filles, je suis marié et je vis à Fay, dans le Gros-de-Vaud. Un village sympathique de quasiment 800 habitants, où je suis aussi municipal à mes heures. Et donc j'ai grandi dans ce village-là, j'ai fait mes écoles autour de Bercher, Pailly, fait Bercher-Pailly. Et puis à la fin de l'école, je me suis orienté en fait assez naturellement vers un apprentissage. Alors au début, j'étais plus attiré par les métiers un peu électroniques, l'IT, ces choses-là. Et en fait, au cours de la dernière année, la 9e, j'ai fait des stages et puis en fait, c'était pas ce que je pensais. Et puis j'ai à côté de ça, poussé un peu par mon père, j'ai fait des stages dans le bâtiment. J'ai testé sanitaire, chauffagiste, peintre, et notamment poseur de sol. Les deux disciplines, pardon, parquet et revêtement de sol, Mhm. parce qu'il y a les deux voies, le bois et puis les revêtements textiles et résilients. Et donc j'ai trouvé un apprentissage à Puy. Euh, et puis j'ai démarré là-dedans. C'était dur au début parce que c'est un métier dans le bâtiment, donc ça veut dire qu'on commence tôt et on finit voilà, à 17h, 17h30. Donc c'est quand même des grosses journées, ça change par rapport à l'école. Et puis j'ai fait donc 3 ans tout d'abord pour avoir le premier CFC dans les parquets. Et ensuite, à l'époque, on pouvait faire une année de plus. Et puis on avait le deuxième CFC dans la discipline qu'on n'avait pas fait au début. Donc moi j'ai fait d'abord parquet, puis ensuite textile et résilient. Et puis ensuite, j'ai fait mon service militaire en service long, 15 mois. Et quand je suis revenu, j'ai tout de suite bossé à mon compte, voilà, en tant qu'indépendant. Mais je travaillais quelques temps, et puis ensuite, dès que j'avais assez d'argent, je partais voyager. Ok. Donc j'ai fait ça une année ou deux, plutôt 2 ans en fait. Et puis ensuite, j'ai eu envie de reprendre des études en fait. Donc de travailler sur le chantier, ça me suffisait plus. Je voulais voir un peu plus. Et puis c'est là où j'ai eu le projet de rentrer au Tech à Fribourg. C'est une école de conduite de travaux à l'école d'ingénierie et d'architecture de Fribourg. C'est l'école technique de la construction. Mhm. Et puis pour rentrer dans cette école, c'était déjà un concours d'entrée. Et puis il fallait faire un stage pratique dans la maçonnerie. Donc j'ai trouvé une entreprise de construction et j'ai travaillé sur le chantier, mais cette fois-ci comme maçon. Et j'ai commencé une formation de base dans la maçonnerie avant de pouvoir rentrer au Tech à Fribourg. Le tech qui est une ES, c'est une C'est école une ES, supérieure. ouais, Ouais. exactement, ouais, exactement. Donc à 25 ans, j'ai repris le chemin des études et cette fois-ci à plein temps, ce que j'avais pas fait depuis l'école, si on veut bien. Ouais. Donc à 25 ans, j'ai redémarré 3 ans au Tech à Fribourg. Et puis je suis sorti avec un diplôme de conducteur de travaux. Et puis j'ai travaillé voilà, dans la conduite de travaux dans une entreprise générale, puis dans un bureau d'architecture. Et là encore, il me fallait encore je voulais aller un peu plus loin. Et puis c'est là que j'ai commencé le brevet fédéral de gestion d'entreprise, Ok. en cours du soir cette fois-ci. Donc ça, c'était assez costaud, mais c'est un chemin que j'ai adoré parce que c'est un peu comme l'apprentissage. Tu travailles, tu es dans le concret, et puis en même temps, tu as la partie académique où tu apprends de la théorie, mais c'est de la théorie que tu peux transposer facilement. Tu as plus le feeling dessus, c'est pas abstrait. Tu sais ton travail et tu vois la théorie qui est à côté. Donc ça, c'était soutenu parce que c'était 2 soirs par semaine, plus quelques samedis, pendant 2 ans. Et puis c'est les 2 premières années où j'ai eu ma première fille. Donc voilà, c'était le côté père de famille tout nouveau, et puis un travail qui est quand même assez exigeant, et puis encore des études, enfin des cours du soir. Et après 2 ans, ben, j'ai eu mon brevet fédéral, et puis voilà, j'ai pu voler de mes propres ailes, et puis à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais avec tout ce bagage?
Et à ce moment-là, en fait, c'est là que c'est marrant la vie, quoi. J'ai un ancien camarade d'apprentissage dans les parquets qui m'appelle, et puis on reprend contact, etc. On s'était pas revu depuis plusieurs années, et puis il me dit, écoute, voilà, j'aimerais monter un business. Je dis, bah tiens, moi ça m'intéresse aussi. Et puis on en a causé plusieurs semaines, mois, et puis en 2021, officiellement, on a lancé notre entreprise dans le domaine des sols, l'entretien, parquet, moquette, textile, résilient. Et aujourd'hui, voilà, ça va faire 5 ans qu'on a ouvert l'entreprise. Et on est très content. On a engagé d'ailleurs notre premier apprenti cette année. Ok, c'est ouf. Ouais, donc on est super content. Vraiment. C'est un parcours qui est hyper riche et puis qui montre même deux voies de la formation professionnelle, avec l'ES et puis avec le brevet. Peut-être pour revenir déjà aux prémices de tes choix, tu m'as dit que tu avais fait plusieurs stages dans le bâtiment. Qu'est-ce qui fait que tu te sois orienté vers ce CFC de poseur de sol, c'est juste? Poseur de sol, ouais, exactement. Ouais, parqueteur, puis ensuite poseur de sol. Écoute, j'aimerais pouvoir te dire qu'il y a une vocation, etc. Mais en fait, à 16 ans, et puis tout le monde le sait, à 16 ans, on est beaucoup à pas savoir ce qu'on veut faire, quoi. Alors c'est juste que je savais ce que je voulais pas faire, et puis il y avait cette place qui était libre, et tout bêtement, je me suis dirigé là-dessus. Je veux pas mentir, donc c'était pas à la base, c'était pas le métier de mes rêves, mais enfin, je me suis lancé là-dedans. Le patron super sympa, il était alors à l'époque, peut-être je le trouvais pas jeune, mais en fait il avait la trentaine, donc maintenant je me dis que c'est tout à fait jeune, quoi. Ouais. Et mon maître d'apprentissage aussi était jeune. Il y avait il y avait un apprenti qui terminait quand j'ai commencé. Mais ensuite, ouais, il y a eu d'autres apprentis qui sont venus après moi. On était une bonne équipe. Et voilà, donc pendant les stages, ça a bien joué. Puis je me suis dit, bon, allez, je tente, pourquoi pas. Ouais. Et puis j'avais déjà l'idée à l'époque de me dire, écoute, je fais déjà ce CFC, et puis après un CFC, ça peut ouvrir d'autres portes. Et la preuve en est, j'ai pu rentrer au tech ensuite pour une formation supérieure, parce que j'avais déjà un CFC à la base. Bien sûr. Sinon, c'était un prérequis, quoi. Ouais. Donc, en particulier dans le domaine du bâtiment, mais je veux dire, j'avais fait ce CFC, quoi. Et justement, par rapport, tu disais que vous étiez une bonne équipe. On sait que l'ambiance de travail, elle est importante, notamment, notamment quand tu es un jeune et puis que tu découvres aussi un peu un nouveau monde. J'imagine bien que tu prenais peut-être le LEB et puis après le bus jusqu'à Puy. C'était ça, ou bien les trajets ou Non, alors pas tout à fait, parce que alors, effectivement, j'ai grandi à Fès, mais l'apprentissage à Puy, en fait, mon père habitait à Puy. D'accord. Donc, alors j'ai déménagé, donc c'était aussi quand même un changement de vie. J'ai emménagé chez mon père, et puis j'étais juste à côté du dépôt de la boîte, donc niveau trajet, j'étais assez... c'était confortable. Alors, trajet, voilà, tous ceux qui travaillent dans le bâtiment, ils savent, on va au dépôt le matin, la plupart, et puis ensuite on va sur le chantier. Donc les trajets, ils se faisaient après, quoi. Mais voilà, c'était quoi ta première question déjà ? Ma première question... l'ambiance sur le chantier. Ouais, l'ambiance sur le chantier. Puis justement, c'est intéressant ce que tu dis dans le bâtiment. On va au dépôt, puis après, finalement, on boit le café avec les collègues, et puis après, on part sur les différents mandats. Ouais. Est-ce que tu arrives à expliquer cette ambiance, puis à raconter cette dynamique de chantier, de dire, là, une fois je vais là, est-ce que les journées sont pareilles ? Est-ce que tu étais sur des chantiers que tu suivais, je sais pas, peut-être plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou au contraire, chaque jour, tu savais pas parce que tu allais avec un gars différent de l'équipe ? Est-ce que tu as eu tes propres chantiers à un moment donné ? Raconte-nous un peu l'apprentissage. Alors, en y repensant, il y a non seulement les images qui reviennent des collègues, etc., puis du dépôt, mais il y a aussi les odeurs. C'est particulier le bâtiment parce qu'on travaille avec des produits, il y a des matériaux différents, il y a des sensations, des textures qui sont différentes. Alors c'est vrai que c'est toute une ambiance. Et là-dedans, il y a des collègues qui ont la trentaine. Je t'ai dit, nous c'était une toute petite boîte, donc il y avait le patron, j'avais mon maître d'apprentissage qui était mon chef sur le chantier, et puis pendant une année on a été que les trois, et ensuite il y a un autre apprenti qui est venu quand moi j'étais en deuxième année, donc voilà, mais j'avais quand même 16 ans et puis l'autre avait 35 ans, mon autre collègue avait 35 ans, donc il t'apporte une expérience de vie,
Ouais, c'est un mélange de générations quand même. Et puis sur le chantier même, nous on était une entreprise petite, donc on avait plutôt des chantiers qui duraient un jour, 2 jours, une semaine. Et parfois il y avait des gros mandats qui nous occupaient sur plusieurs semaines, mais quand même rares. Mais je veux dire, sur tous les chantiers, tu croises le sanitaire, tu croises l'électricien. Ceux-là, il y en a qui ont 20 ans, il y en a qui ont 60. Il y a tout un mélange. Tout un mélange. Et puis, ouais, il y a toujours ce côté des anciens paternels. Ouais, tu te sens un petit peu petit, quoi. Et puis, tu vous vois tout le monde. Il y a toujours ce truc dans le bâtiment. Je sais pas s'il y a ailleurs, d'ailleurs. Dans le bâtiment, tant que t'as pas ton CFC, tu vous vois, tu sais. Et puis, une fois que t'as eu ton CFC, c'est un peu le patron qui vient vers toi, puis il dit salut, moi, c'est Patrick, etc. Ouais, Tu ouais. vois, ça. T'as quand même un petit passage où, quand t'es apprenti, t'es apprenti. T'as ceux qui savent, t'as ton maître d'apprentissage. Et puis, après, t'arrives, tu t'élèves dans la formation, quoi. Et lorsque tu as fini donc, cette passerelle, donc ton deuxième CFC, Ouais. comment t'as bossé un moment dans cette boîte-là quand même après ton CFC, ou alors t'as directement dit non, mais en fait moi je peux choper des petits mandats, me faire des thunes et puis partir en voyage. Comment ça s'est fait cette étape-là? Alors j'ai toujours eu la fibre un peu entrepreneuriale, hein. Mon père était entrepreneur aussi, mon grand-père, si on veut bien, qui était vigneron aussi, était entrepreneur quelque part, donc j'ai toujours eu. Après moi en fait j'ai juste pas pu terminer, enfin j'ai terminé mon apprentissage, j'ai eu mon CFC, mais j'ai entre guillemets pas pu terminer mon contrat parce que je devais partir au service militaire, donc voilà, je suis parti 15 ou 16 mois, donc voilà, c'était une petite coupure dans ma vie professionnelle. Mais quand je suis revenu, je me suis tout de suite dit mais je vais faire, déjà j'avais envie de voyager, mais il fallait de l'argent, donc voilà, je me suis dit j'avais pas besoin de beaucoup de matériel, donc je me suis lancé là-dedans. Je me dis je travaille un petit peu, quoi, et puis surtout que j'ai un peu d'argent, je voyage, quoi. Oui, mais comment tu chopais les mandats quand tu dois commander du matériel? Comment ça se passe? Enfin, tu dois quand même... Alors j'ai mon patron d'apprentissage effectivement qui m'a porté, parce que c'est vrai qu'au bout de 4 ans d'apprentissage, forcément t'as une relation. Si ça s'est bien passé, t'as une relation particulière avec ces gens que tu vois plus que ta famille, hein. Tu vois, t'es le matin au dépôt à 7h moins quart, tu les vois pendant la journée, donc c'est soutenu pendant 4 ans. Alors moi j'avais gardé un bon contact, et puis ce qui fait qu'il m'a donné lui mes premiers mandats, c'est lui qui me les a donnés, c'est mon ancien patron d'apprentissage. Ok, C'est clair. d'accord. Et puis ensuite, alors voilà, de bouche à oreille, t'as 2-3 petits trucs pour les parents des copains encore à cet âge-là, et puis tu te fais un peu de sous comme ça, quoi. Puis t'es parti où en voyage? Alors avec mon meilleur ami, on s'est retrouvés. Lui il finissait enfin non, il avait fait un apprentissage aussi. Il t'a fait un peu à gauche à droite. Il travaillait, pardon, un peu à gauche à droite. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce qu'on partirait pas sac au dos avant de se lancer dans la vraie vie, quoi. Et puis là, on est parti en Asie 3 mois. Mais simple, on avait un billet d'aller Genève-Hong Kong, et puis le billet de retour, c'était Sydney-Genève. Ok. Et c'était des billets, je sais pas si ça se fait toujours, mais c'était des billets un peu ouverts où la date du retour, tu pouvais toujours la changer un petit peu, quoi, parce qu'on savait pas ce qu'on faisait entre deux. Donc, tu vois, on savait pas si on allait passer par les Philippines ou bien par la Thaïlande, ce qu'on a fait finalement. Ouais. Donc, pendant 3 mois, on a fait sac au dos comme ça jusqu'en Australie, jusqu'à Sydney. Et ensuite, on est revenu, quoi. Alors ça, c'était le plus gros voyage. Après, je suis parti en Autriche, je suis parti en Allemagne, j'ai fait des petits coins en Italie, des trucs comme ça. Donc, ouais, c'était... il n'y avait pas que du gros voyage, quoi. Ok. Donc quand tu faisais des petits voyages, c'était pas... Quand tu disais je fais des voyages, t'es pas allé t'installer à des endroits? Non. Ok. Non. Ça a duré 2 ans, mais je veux dire, je travaillais quand même 2-3 mois avant de pouvoir partir quelque part, quoi. Ouais, puis t'allais visiter un pays, Ouais. tu faisais le tour, et puis Ouais, voilà. exactement. Ouais. Je prenais le train, puis voilà. Et avant de commencer cette étape, justement, bosser un peu à droite à gauche, qui est quand même un truc que tu peux faire parce que tu as un CFC, ça, on a plusieurs personnes qui nous ont dit que c'était quand même, il y avait un facteur de liberté qui était indéniable avec l'obtention du CFC. Ouais. C'est que Non, puis ça te donne une légitimité aussi, te dire j'ai fait une formation, elle a été sanctionnée par un examen
qui est quand même... Enfin, je veux dire, que tu arrives à l'examen de CFC, tu es quand même un peu tendu. Tu vois, le parquet, tu dois reconnaître 60 essences de bois. Donc, quand tu es dans la salle de matériaux face des experts, on te pointe celui-là, tu dis, ah bah ça, c'est de l'acacia, ah, c'est du chêne, du hêtre, etc. Donc, je veux dire, quand tu as passé le CFC, tu as une légitimité qui te dit, bah voilà, je peux exercer ce métier, puis je le fais, je l'assume, quoi. Ouais. Donc, c'est... ouais. Et justement, est-ce que tu savais déjà à la fin de ton CFC que tu voulais potentiellement faire une ES ou pas du tout? Ouais, alors peut-être je me l'avouais pas, mais je savais que je voulais aller un peu plus loin dans la formation. Parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai fait le deuxième CFC. Parce que pour faire le brevet de chef poseur, il fallait avoir les deux CFC. Et en fait, il s'est trouvé qu'à la fin de mon deuxième CFC, je vais faire mon service militaire, mais au retour du service militaire, ils ouvraient pas de classe de brevet parce qu'il y avait pas assez de monde. Donc, tu vois, j'ai attendu une année, mais pendant ce temps, je bossais pour moi. Voilà, et puis la deuxième année, il y avait non plus pas assez de monde. Puis c'est là où je me suis dit, mais il faut que j'avance, quoi. J'ai 23 ans, je veux faire quelque chose, quoi. Parce qu'il y a un brevet fédéral Ouais, dans notre qui regroupe métier. les deux métiers ou bien? Ouais, exactement. Ouais. Dans notre discipline, t'as le brevet de chef poseur où t'as les deux disciplines dedans, bois et textile résilient. Et puis ensuite, quand t'as le brevet, tu peux accéder à la maîtrise de poseur, ouais. Maîtrise fédérale. Cette ES, donc là aussi, un petit changement quand même de vie parce qu'il faut aller jusqu'à Fribourg. Ouais. Est-ce que tu étais à temps plein là-bas? Est-ce que tu as déménagé à Fribourg ou bien tu faisais les trajets? Comment ça s'est passé? Ouais, alors effectivement, c'est un gros changement de vie parce que voilà, je travaillais à mon compte, j'avais quand même un petit revenu, j'ai voyagé, mais entre-temps, je me suis quand même installé dans mon appartement, j'avais quand même ma voiture. Donc à 23 ans, quand tu décides de reprendre les études, surtout que c'est des études à temps plein, voilà, pour te répondre, tu sais que tu n'auras pas d'autres revenus. Donc tu comprends assez vite que l'appartement, tu vas pas pouvoir te le payer, en tout cas pas celui que j'avais. Et puis la voiture, ça va être compliqué aussi. Ouais. Et en repensant à ma voiture, j'ai une petite larme à l'œil parce que tu vois, la première voiture, c'est toujours un peu particulier. Et donc j'ai vendu ma voiture, j'ai remis mon appartement, je suis retourné vivre chez mes parents, j'ai économisé pour que quand j'emménage à Fribourg, parce que j'ai fait le choix de vivre sur place, j'emménage à Fribourg, je puisse prendre une petite chambre où j'ai un peu de loyer, quoi. Donc on paye 370 francs par mois. Et puis c'était dans un campus, le campus Saint-Justin, ça s'appelait, à Fribourg, où voilà, c'était une grosse coloc, si tu veux bien. Ouais, ok. Avec d'autres étudiants. Vous aviez quoi, une cuisine commune? Enfin, ouais, exactement. C'était un petit immeuble où il y avait 3 étages. Il y avait un étage commun, une cuisine, 2 salons. Le premier étage où c'était l'étage des filles, et puis le troisième étage où c'était l'étage des garçons, où j'étais. Ok. Et puis ouais, on vivait comme une grosse coloc, on était une quinzaine dedans. Ah ouais, quoi. ok, Ouais. trop bien. Ouais, c'était vraiment une riche expérience. Et puis, donc, des cours à plein temps, ça a un changement de rythme aussi par rapport au travail. C'est rester assis toute la journée dans une pièce chauffée. Donc, c'est pas au début, quand tu as travaillé sur le chantier, où tu es tout le temps au froid, où tu bouges tout le temps. Donc, au début des études, c'est vraiment... tu piques un peu du nez, quoi. Oui, bien sûr. C'est pas évident. Et puis, surtout que tu arrives à un niveau, tu vois, une S, c'est un niveau supérieur quand même d'un CFC. Il faut que tu percutes plus vite, il faut que tu t'organises toi dans ta technique d'apprendre ce que tu as moins au CFC, quoi. C'est un autre niveau, clairement, quoi. Il faut s'organiser plus tout seul. Au CFC, tu es quand même accompagné. Et quand tu arrives dans les études supérieures, débrouille-toi toi-même, quoi. Ouais. Et puis justement, avant de rentrer dans l'ES, tu as dit que tu avais dû faire un complément en maçonnerie. Ouais, exactement. Ça aussi, comment ça s'est fait de finalement se réintéresser à un nouveau métier qui est quand même bien différent ouais, ça change de ce que tu avais connu. Ouais, complètement. J'ai pris une sacrée claque, c'est vrai. Parce que je suis passé voilà, parqueteur où tu as des chantiers de, comme je disais, 1 ou 2 jours, 3 jours. Quand même à l'intérieur où c'est chauffé. Bien sûr, tu travailles avec du bois, avec des matériaux sensibles. Et puis dans la maçonnerie, c'est autre chose. C'est l'hiver, t'es dehors, il fait froid. Quand il pleut, il pleut. Tes journées, elles sont longues. Tu commences à 6h du matin, tu finis à 17h.
effectivement, c'est une claque. Et puis, tout est nouveau. Donc voilà. Par contre, là, tu rentres dans une entreprise où tu as 60, 70 collaborateurs, tu es dans une autre dimension aussi. Donc, t'es plus entouré, je dirais, quoi. Ouais, puis t'es drillé. Là, t'es sur un chantier, tu sais que tu vas peut-être tous les jours sur un chantier, tu suis Oui, c'est des chantiers de plusieurs semaines, mois. T'es avec une équipe. Ouais, complètement. Voilà. Ouais. Puis aussi physiquement, je pense que ça devait être différent que... C'était peut-être moins minutieux, si je peux dire ça comme ça. Ouais, alors sans être dans la caricature, mais c'est vrai que maçon, tu portes des charges lourdes, tu manœuvres des engins qui sont plus costauds, c'est différent, ouais, complètement. Ouais. Et alors, mais moi, j'avais 23 ans là. C'est clair que le jeune apprenti qui rentre à 16 ans là-dedans, la claque est encore plus grande. Hein. Mais c'est sûr que c'est costaud, quoi. Et puis, tu as fait ce complément. Et puis, les gens qui étaient avec toi dans l'ES, est-ce qu'il y avait d'autres parcours ? Ça veut dire, est-ce qu'il y avait des gens, tout d'un coup, j'en sais rien, qui avaient fait le gymnase, par exemple, et puis ils avaient pu accéder à l'ES en faisant des stages. Enfin, c'était quoi les autres profils comparés aux tiens ? Ouais, alors le but de CTS, c'est quand même une voie professionnelle. Mais c'est ça que je trouve magique en Suisse, c'est que en fait, à un moment donné, tout le monde peut se rencontrer. L'académique qui est sorti de l'école, qui a fait son gymnase, peut-être même commencé une université ou bien une autre école, il peut se retrouver dans la classe de celui qui a fait un CFC, puis un brevet, et puis qui commence une autre école ou bien une école supérieure. Donc effectivement, dans ma classe, le parcours qu'on retrouvait le plus, c'était le maçon qui avait fait un brevet de contremaître, ou pas, mais en tout cas le CFC de maçon, et puis ensuite il commence l'ES. Autour, j'étais quand même le plus vieux à 25 ans, donc les autres avaient plus 20, 22 ans, quoi. Ok. Donc c'était plus des profils sortis d'apprentissage ou tout de suite sortis de brevet de contremaître. Mais il y avait quand même au moins 2, il me semble, camarades qui sortaient du gymnase. Alors eux, ils avaient le côté académique, le côté de savoir comment apprendre. Ouais. Ça paraît bête de dire comme ça, mais il faut apprendre à apprendre aussi. Bien sûr. Et puis là-dessus, on n'est pas tous égaux. Des fois, c'est plus compliqué pour l'un que pour l'autre. Mais eux avaient cette faculté-là. Par contre, ils n'avaient pas le côté professionnel qu'ils avaient dû aussi, eux, acquérir au travers de stages avant de rentrer dans l'école, quoi. Ouais. Et une fois que tu as été diplômé, donc tu es rentré dans une entreprise générale, comme tu l'as expliqué. Ouais. Est-ce que tu arrives à dire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce monde-là, qu'est-ce que c'est une entreprise générale, quel était ton rôle, et puis peut-être aussi la taille, combien vous étiez dans cette entreprise générale? J'imagine qu'il y a des tailles différentes. Ouais, alors bien sûr. Alors c'est large. Dans une entreprise générale, il y a beaucoup de métiers. Moi, j'étais dans la direction de travaux, donc ça veut dire que je m'occupais de la calculation du projet, c'est-à-dire qu'on me donnait un plan, je calculais savoir combien ça allait coûter, tout simplement, à construire. Et puis ensuite, on passait en phase soumission, c'est-à-dire qu'on écrivait les textes pour décrire l'ouvrage, et puis pour que les entreprises puissent mettre leur prix à côté. Et puis ensuite, donc on envoyait les soumissions, les entreprises nous redonnaient ces soumissions accomplies. Ensuite, on passe à l'adjudication. Donc on allait vers les entreprises discuter du prix, comment est-ce que vous avez prévu ça, comment est-ce que vous voyez ça, pour être sûr du prix. Ensuite, on adjugeait, donc on donnait le travail à une entreprise. Et puis ensuite, on suivait dans la direction de travaux, donc tu diriges les travaux. Donc tu es le chef d'orchestre de tous les corps de métier. Il faut savoir que tu construis un bâtiment, c'est une trentaine de métiers du bâtiment que tu dois coordonner. Donc c'est toute une partition que tu dois jouer sur une villa, c'est 9 mois, mais tu vois, sur des plus gros immeubles, ça peut être 2 ans, 3 ans de chantier que tu suis avec ces entreprises, quoi. À la base, donc le terrassement, les canalisations, le contact avec la commune, les services techniques, tout simplement Swisscom pour le téléphone, ces choses-là auxquelles personne n'y pense, mais qui font qu'on peut utiliser un bâtiment par la suite, quoi. Et puis, qu'est-ce qui t'a plu dans cette première expérience? Parce que justement, tu avais été très dans le concret, si on peut dire ça comme ça, justement, avec les sols, etc. Ouais. Tu as fait cette ES. Est-ce que tu as senti...
comment dire ça, quelle formation pour toi t'a amené le plus de valeur ajoutée dans le rôle que tu avais en tant que directeur de travaux dans cette entreprise générale? Alors, ce que je disais, et ce que je dis toujours en fait maintenant, ce dont je suis le plus fier, même après avoir fait un diplôme d'études supérieures, un diplôme de gestion d'entreprise avec le brevet fédéral, ce dont je suis le plus fier, c'est mon premier CFC. Parce que c'est celui qui t'apprend déjà l'humilité, à comment parler aux gens. Parce que quand tu es apprenti, tu vois celui qui te considère, celui qui ne te considère pas. Et ça pour l'homme, ça apprend déjà beaucoup. Et maintenant, en tant que chef d'entreprise, je sais comment il faut parler aux gens parce que j'ai pratiqué, j'ai été apprenti sur un chantier. Donc, et puis j'ai toujours détesté voir les choses de manière verticale. J'aime l'horizontalité dans les rapports humains. J'aime la bienveillance. Et ça, je pense que c'est le CFC qui me l'a apporté, clairement. Après, dans l'aspect vision générale du bâtiment, c'est sûr que la formation à Fribourg, le Tech, m'a apporté énormément. Puisque là-bas, on vient des généralistes, on ne sait pas tout sur tout, mais on a quand même des bases dans le chauffage, dans la ventilation, dans l'électricité, dans le sanitaire, dans tous les métiers du bâtiment qui te permettent de comprendre leur langage et puis de savoir comment coordonner avec les autres corps de métier. Donc c'est deux volets, c'est deux choses différentes, le CFC et puis le diplôme brevet fédéral. Mais dans toutes ces formations que j'ai pu faire, il y a à chaque fois quelque chose de différent à tirer, effectivement. Et puis, donc tu as terminé ce rôle dans cette entreprise générale et puis tu t'es mis à ton compte à un moment donné, ouais, aussi en tant que directeur de travaux. Ouais, exactement. Alors ça, c'est une phase... en fait, je me suis d'abord mis en tant qu'indépendant en direction de travaux. Et puis, faut savoir qu'en direction de travaux, tu as des mandats. Tu peux avoir un acompte à la signature du mandat. Puis ensuite, c'est en avançant sur le chantier. Et puis, en fait, financièrement, c'est compliqué de se lancer. Il faut que tu aies un gros bagage financier derrière, ce que j'avais pas forcément. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, mais il faudrait que j'aie des revenus qui soient plus réguliers et puis qui me permettent de vivre tout simplement, quoi. Parce que comme je disais tout à l'heure, j'avais un premier enfant à ce moment-là, donc c'était une période un peu tendue, quoi. Et donc c'est là où je me suis dit, bah tiens, je peux faire de la direction de travaux parce que je l'ai appris, mais je peux aussi faire diriger des chantiers, mais de sol, quoi. Et c'est là où j'ai voulu créer l'entreprise de sol avec cet ancien camarade d'apprentissage. Ouais. Parce que les sols, c'est des chantiers de 1 ou 2 jours et ça t'amène un revenu plus régulier. T'as plus de cash. Ouais, exactement. Et tout d'un coup, à quel moment tu t'es dit, dans mon projet entrepreneurial, il me manque des compétences ou il me manque peut-être la bagatelle entière du parfait entrepreneur, jusqu'à se lancer dans un nouveau brevet fédéral, d'autant plus en cours du soir, les samedis. Enfin, c'est aussi quelque chose qui est assez prenant. Je trouve que c'est courageux, les brevets fédéraux, pour ça, et les maîtrises aussi d'ailleurs. Mm-hmm. Mais comment est-ce que tu as senti que ce brevet fédéral-là, il allait pouvoir t'amener une valeur ajoutée par rapport à déjà tout le parcours que tu avais fait? Ouais. Alors, rétrospectivement, je vois toutes les choses que ça a pu m'apporter pour ma vie professionnelle d'aujourd'hui, d'entrepreneur. Mais avant de se lancer, c'est de toute façon un saut dans l'inconnu. Parce que tu vas avoir des présentations du brevet fédéral. Tu commences à comprendre que voilà, comptabilité d'entreprise, le droit... tu vois ces choses-là que tu connais pas, puis tu te dis, oui, alors effectivement, si je veux me lancer à mon compte, au début, tu es entrepreneur, tu es secrétaire, tu es comptable, tu es tous ces métiers-là à la fois. Parce que c'est clair que tu n'as pas les moyens de permettre de pouvoir engager... alors certains l'ont peut-être, mais moi je ne l'avais pas en tout cas, de pouvoir engager tout ce staff. Donc c'est des compétences que tu dois acquérir, et puis tu te dis, voilà, ce brevet-là, il peut... te permettre d'approcher, de caresser ces matières qui sont essentielles pour un entrepreneur. Mais
avant de le faire, c'est quand même un saut dans l'inconnu. C'est comme l'apprentissage quand même, hein, parce que tu as fait un stage d'une semaine, tu n'as pas vu tout le métier. Hein. Faut pas... c'est clair, quoi. Il y a quand même le saut dans l'inconnu, il est là dans toutes les formations, quoi. Dans ton brevet fédéral de gestionnaire de PME, c'est comme ça que ça s'appelle, le titre? Oui, c'est gestionnaire de PME avec brevet fédéral, ouais, exactement. Tu as dit que tu avais découvert des nouvelles disciplines, dont le droit, peut-être le marketing, enfin d'autres choses. Est-ce que tu as été surpris par des domaines où tu t'attendais pas tout d'un coup à te dire, mais en fait, je sais pas, le droit... En fait, c'est assez cool. Enfin, je kiffe bien ça, ou les RH, ou la compta, ou est-ce que tu as trouvé des affinités avec d'autres choses où tu t'es surpris toi-même de te dire, putain, mais si on m'avait dit à 15 ans, ah ouais, tu vas bien aimer le droit ou un autre truc. Ouais, alors déjà, c'est ta question qui me surprend. Je veux dire, est-ce que quelqu'un dit que la compta, en fait, c'est bien? Je crois Je sais pas. Non, alors ça, j'ai jamais entendu quelqu'un dire ça, mais enfin, sans jugement sur tous ces métiers-là, mais alors non, là où je me suis surpris, c'est les notes que j'ai eues, par exemple en droit, où je voyais ça comme quelque chose d'extrêmement compliqué. Et puis en fait, en passant les examens, je me suis aperçu que, en fait, voilà, et c'était pas, j'avais bien assimilé la chose, et c'était une des choses qui me faisait le plus peur. Le droit et effectivement la comptabilité. Ouais. Parce que ça, c'est des choses que en fait, t'apprends pas plus que ça à l'école, ou un tout petit peu en apprentissage pas. Donc c'est vraiment des matières nouvelles, quoi, qu'il faut assimiler. Et puis c'était quoi les autres profils avec toi? J'imagine que c'était hyper varié en fait, parce que PME, c'est un peu tout le monde. Ouais, alors c'est ça la richesse justement de ce brevet fédéral. Au-delà de tout ce qu'on peut apprendre dans ces matières que tu as évoquées, hein, marketing, comptabilité, droit, il y a aussi, et puis il y a aussi ressources humaines, c'est en fait tous les profils qu'il y a à côté. Et en fait, au-delà de tout ce que ça t'amène dans ces branches, c'est le réseau. C'est des gens effectivement qui bossent dans des garages, dans des boîtes de peinture, qui bossent à l'administration, qui bossent dans tous les secteurs en fait. Et puis tous ces gens-là, ça t'apporte des manières de voir différentes, des problèmes qu'ils ont eux dans leur domaine, que parfois tu peux transposer chez toi, ou même ils te parlent du problème, puis on trouve ensemble une solution, puis cette solution elle t'amène aussi des idées, toi dans ton domaine. Donc c'est ça la richesse en fait de ce brevet. C'est vrai que c'est rencontrer des personnes d'autres horizons en fait. Et lorsque tu as terminé le brevet, donc tu as lancé cette nouvelle entité avec ton ancien camarade de cours, en fait, c'est juste? Ouais, c'est ça. Ouais. Comment vous vous êtes répartis l'entreprise? Est-ce que toi, tu te sens, quand il t'a dit ça, est-ce que tu te disais je vais aller reposer des sols, ou au contraire, tu étais plutôt sur la partie administrative, gestion, et puis lui, il était plutôt sur la partie chantier? Comment ça se passe aujourd'hui? Complètement. Alors, au début, alors ça c'était pas une seule discussion, hein, ça s'est fait sur plusieurs semaines, mois. On a discuté de comment est-ce qu'on voyait les choses. Et puis effectivement, moi avec les formations que j'avais, et puis aussi l'activité que j'avais déjà en tant qu'indépendant de direction de travaux, physiquement, j'avais pas le temps en fait de retourner sur le chantier. Mais lui, mon camarade, lui, il voulait pas ouvrir un ordinateur. Et il n'y a pas de problème, on a chacun nos envies par rapport à ces parties du métier, et puis on s'est très bien complété là-dessus, c'est-à-dire que lui voulait vraiment être sur la partie, et puis c'est là où sont ses qualités aussi, sa vision pratique, faire du pratique, être sur le chantier. Et puis moi c'est clair qu'avec ma formation au niveau de l'administratif, c'est un peu plus facile pour les devis, pour les facturations, les demandes d'offres, ces choses-là, c'est des choses qui me sont connues, quoi. Ouais. Donc maintenant, aujourd'hui, on se partage les tâches comme ça. Et lui a quand même une fonction, puisqu'on a pu engager, lui a quand même une fonction cadre sur le chantier, parce que c'est clair que c'est un associé. Donc c'est clairement une partie prenante de l'entreprise. Et puis il amène son côté patron, mais sur le chantier
de tous les jours. Et puis moi, j'ai mon côté plus administratif où je vois les équipes, je vois notre apprenti qui travaille. Je vois Daniel, voilà, 1-2 fois par semaine. Je le vois pas tous les matins parce que je vais pas au dépôt tous les matins. Je vais sur le chantier, je suis au bureau, donc on a cette séparation entre nous où c'est vrai que je suis plus du côté administratif et puis lui plus du côté chantier. Est-ce que c'était une affinité parce que c'était lié au sol et au revêtement, etc., que tu t'es lancé dans cette aventure entrepreneuriale, ou tu sens personnellement qu'en fait, si tu avais eu un autre mec avec qui tu t'entends bien, qui t'avait proposé un autre projet entrepreneurial, tu te serais aussi lancé? Alors, est-ce que je me serais lancé? Je peux pas te répondre. Est-ce que j'en aurais eu les capacités? Très certainement, grâce au brevet fédéral, qui est quand même un brevet général, où j'ai d'autres compétences. Et puis j'en parlais au début de l'entretien, je suis aussi municipal dans ma commune, où on touche en fait plein de sujets, où t'es pas nécessairement un expert dans tous les sujets, mais tu prends des décisions sur des sujets. Donc être entrepreneur, c'est prendre des décisions. Donc quand tu vois un problème, tu peux prendre une décision et puis voilà, apporter des solutions. Donc ça, c'est valable dans tous les domaines. Effectivement, ouais. Et puis, avant, tu parlais d'horizontalité, justement, dans le management et tout. Donc, c'est une approche qui est plutôt moderne. Tu m'as dit que tu avais fait l'armée pendant un long moment, 15 mois. Ouais. C'est pas si long que ça, au final, hein, tu sais. C'est long pour ceux qui en font 4, mais j'imagine que tu as fait service long, puis tu as aussi gradé. Ouais, exactement. Justement, l'armée, c'est quand même assez spécial parce qu'on est très loin de l'horizontalité avec tous les grades et le niveau hiérarchique. Mais qu'est-ce que ça t'a aussi apporté en sortant de l'apprentissage de partir à l'armée comme ça en service long? Est-ce que tu as senti que ça t'avait amené d'autres compétences, que ça avait renforcé des choses chez toi? Enfin, comme ça, si tu pouvais un peu nous raconter ton service militaire, qu'est-ce que tu peux en ressortir? Alors, je veux pas être trop prétentieux, mais c'est clair que quand tu arrives au service militaire, alors moi j'étais dans l'infanterie, donc c'est vraiment un peu fourre-tout, hein. T'as vraiment de tout. T'as ceux qui sont là juste parce que les dates, elles jouaient bien avec leurs études, d'autres parce que voilà, il y avait rien d'autre qui leur plaisait, puis d'autres qui étaient là parce que ils voulaient tout faire péter. Et puis c'est clair que dans l'infanterie, tu fais tout péter, donc t'es heureux. Donc, dans tout ce mélange-là où on était, il y avait tous les profils. Ceux qui n'avaient pas fait d'apprentissage, ceux qui avaient fait un apprentissage, 2 apprentissages comme moi, ceux qui avaient repoussé l'armée à un max, donc qui étaient déjà installés dans leur vie, si on veut bien, parfois même avec des enfants. Tout le monde se retrouve là. Mais dans tous les cas, tu vois la différence, et c'est là où je ne veux pas être trop prétentieux, tu vois la différence entre celui qui a fait un apprentissage et celui qui sort des études. C'est évident, parce que l'apprentissage, tu es dans la vie concrète. Tu passes de 14 ou 15 semaines de vacances par an à 5, tu passes de te réveiller à 7h du mat à te réveiller à 5h, et tu passes de... Voilà, le gymnasien, et encore une fois, c'est pas mal de le dire, mais il continue sa vie d'être dans une classe, à quelque part retarder les choix parce qu'il continue à apprendre des matières générales, tandis que toi, tu rencontres plein de gens sur le chantier, tu rencontres des fournisseurs, tu rencontres d'autres corps de métier, tu te lèves plus tôt, tu as moins de vacances, donc nécessairement, et j'ai envie de dire même mécaniquement, tu grandis plus vite quand tu sors de l'apprentissage. Et donc, quand tu arrives à l'école de recrue à 20 ans, c'est clair qu'on n'est pas tous pareils. Donc, quand tu as fait un apprentissage, tu es beaucoup plus réveillé. Ouais. Et quelque part, tu te rapproches plus de ces gens-là, quoi, parce que tu as plus d'affinité, je dirais. Est-ce que tu as ressenti une espèce de frustration des fois? Moi, je l'ai ressenti en ayant fait l'armée et puis en ayant fait un apprentissage avant. Une forme de frustration parce qu'au final, à l'armée, tu as l'impression que tu fais des trucs un peu pour faire des trucs. Y a un côté un peu... comment dire, tout ce que tu fais à l'armée n'a pas une valeur ajoutée extrême. Si on enlève même le côté sociopolitique, hein, je parle vraiment du concrètement à l'armée, des fois d'aller un point B pour amener quelque chose ou quoi. Par rapport au marché de manière générale, surtout le marché le privé, où au contraire, tu as des chiffres, tu dois tenir un budget, tu dois optimiser ton temps, etc.
Toi, t'as pas ressenti cet à-coup de dire, mais en fait, qu'est-ce que je fous là et puis comment est-ce que je peux optimiser ou j'en sais rien. Ouais, alors oui, c'est l'armée, des fois, ouais, on entend souvent, hein, tu t'attends pour courir, tu cours pour attendre, des trucs comme ça. Après, honnêtement, il y a des choses il y a quand même la majeure partie du temps où tu apprends des nouvelles choses dans le maniement des armes, d'une grenade, de, 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 de travailler. Tu sais, tu commences l'école de recrue, déjà, tu apprends à être un soldat, ensuite tu apprends à travailler avec ton groupe, tu apprends à travailler avec ta section, puis ensuite ta compagnie. Donc, tu vois, tu passes de tout seul à 4, à 8, à 20 dans l'infanterie, une section d'infanterie, 20 ou 30 hommes, puis ensuite 150 ou 300 hommes dans la compagnie, puis ensuite tu apprends à travailler avec un bataillon, 2000 hommes. C'est en fait, tu deviens une pièce d'un tout, et en ce sens-là, tu apprends à donner du sens à ce que tu fais, je pense. Alors après, c'est clair que j'aurais de la peine à dire du mal de l'armée, parce que moi, personnellement, j'ai adoré. Il y a eu des moments difficiles. Rétrospectivement, les moments difficiles deviennent les moments où on a le plus de meilleurs souvenirs, quoi, le long de le temps, quand tu fais des marches de 50 km avec tout le pactage, complète, comme on disait, bah, là, tu te dis, sur le moment, t'as plus tellement le goût, quoi. Mais après, tu te dis, bah, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait. Et puis, bah voilà, t'étais le petit gars là au milieu, mais en fait, tu faisais partie d'un tout, et puis ensemble, on avançait. Donc, moi, j'ai toujours trouvé du sens à l'armée, quoi. Ok. Et dans le contexte géopolitique aussi. Qu'est-ce que tu as comme perspective aujourd'hui avec ta société actuelle? Ouais. Tu m'as dit que tu avais engagé un apprenti. Euh, est-ce que vous sentez que vous avez envie de grandir, qu'il y a la possibilité de grandir, vous avez envie de rester une petite boîte, enfin voilà, c'est quoi la dynamique dans laquelle tu es aujourd'hui? Alors aujourd'hui, et c'est ce dont je suis le plus fier, nos clients, c'est des bureaux d'architecture, c'est des privés, c'est des institutionnels, donc des fonds, des assurances. Donc on a une belle palette de clientèle. On a des gérances aussi, on fait énormément de travaux de gérance. Donc ça veut dire de l'entretien de sol, sans parler voilà, quand on rénove des appartements complets. Là récemment on a commencé un immeuble complet sous gare. Il y en aura 3 qui vont suivre. Donc moi ma perspective c'est de continuer d'avoir cette diversification enfin cette clientèle diversifiée ou diverse, comment on se dit? Diversifié. Ouais, alors ma perspective, c'est de continuer d'avoir cette clientèle diversifiée, et puis forcément engagée. Alors, on veut pas arriver à 100 personnes, mais autour des 10 personnes, c'est une taille qui nous paraît correcte à avoir. Et puis justement, par rapport à ça, toi qui as monté une entreprise depuis zéro, Ouais. Si tu devais expliquer peut-être les étapes, le processus, comment ça s'est déroulé, et puis peut-être les choses importantes auxquelles faire attention, si tu devais conseiller à un jeune qui se dit, bon voilà, ben, tu te lances dans l'entrepreneuriat, c'est quoi les petits trucs auxquels il faut faire attention, et au contraire les trucs d'un coup dans lesquels il faut peut-être foncer Alors, je le dis en ayant fait quand même, et puis là je me rends compte encore en te parlant, en ayant fait quand même quelques papiers, quelques formations, je pense qu'il ne faut pas se lancer tout seul. C'est-à-dire qu'être entrepreneur, c'est aussi faire confiance et s'entourer des bonnes personnes. Donc au début, à plus forte raison, parle de ton projet. Alors, sauf si ça va être protégé par des brevets, etc. Bien sûr. Mais parle de ton projet t'as de toute façon dans tes contacts, au FOT, ou bien, je sais pas, si tu fais des matchs aux cartes ou j'en sais rien, dans tes contacts, t'as de toute façon quelqu'un qui travaille dans une fiduciaire, t'as quelqu'un peut-être qui est dans le droit, quelqu'un qui s'est aussi lancé dans ton domaine, etc. Donc parle. Il faut pas faire seul dans son coin, parce que je pense que c'est là où tu tombes dans des pièges qui peuvent être évités. Profite de l'expérience des autres avant de te lancer. Même si tu as fait un papier, tu as des diplômes, tu as des brevets, tout ce que tu veux. Ouais, et puis même au niveau des étapes, là vous étiez deux, toi t'es père de famille, j'imagine que ton associé il a aussi le même âge que toi, donc il y a quand même un risque
financier, si je peux dire ça comme ça. C'est quoi pour vous quelles ont été les étapes où d'un coup vous vous êtes dit ok, là on tourne, là on se verse un salaire, ou au contraire on garde l'argent de côté, là tout d'un coup on peut engager quelqu'un, on peut engager un apprenti. Enfin tu vois, engager un apprenti c'est quand même une grosse forme de stabilité, parce que tu te dis bon, moi je m'engage quand même sur 3 ans avec un jeune. Au moins. Quand ça se passe bien. Voilà, si ça se passe bien, ou 4 ans si c'est un métier plus technique. Voilà. C'est comment si tu faisais une rétrospective, comment est-ce que tu verrais les étapes et puis les enjeux, les micro-enjeux à chaque étape dans ton expérience entrepreneuriale? Alors, j'ai eu de la chance parce que cette entreprise dans les sols, c'est donc ma deuxième entreprise ou troisième entreprise, si on veut bien, si on compte aussi mon activité indépendante que j'ai fait avant de reprendre les études. J'avais une vision d'où je voulais aller, et puis je ne suis pas pressé. Donc ces étapes-là, je les fais l'une après l'autre. Donc c'est clair qu'on a monté l'entreprise, on a eu notre premier client gérance, notre premier client privé. Ensuite, on a attaqué un peu plus les fonds, les assurances, les clients institutionnels. Et ça se fait petit à petit. On veut pas aller trop vite, mais en gardant l'objectif d'être une dizaine de personnes, de faire du travail de qualité, d'avoir des employés qui se reconnaissent dans l'entreprise, de grandir sainement. Donc ces étapes-là, de premier salaire versé, de première personne engagée, premier apprenti engagé, elles se font l'une après l'autre. Et puis, elles se font pas, on se dit pas, on va faire cette étape, puis on va aller à l'autre, on va aller à l'autre. Moi, j'ai la vision à long terme, et puis, dans l'accomplissement de cette vision, il y a ces étapes-là qui viennent en fait naturellement. Et après, il y a la réalité des chiffres, où tu te dis... voilà, nous on bosse, on remplit des soumissions, on se fait adjuger, et des fois, là où c'est dur en tant qu'entrepreneur, c'est que tu travailles, t'envoies tes factures et puis elles ne sont pas payées tout de suite. Ça, il faut bien se dire aussi qu'il y a un roulement derrière tout ça. Des clients privés, peut-être qu'ils vont payer à 30, t'envoies tes factures à 10 jours, mais peut-être qu'ils vont payer à 30 jours, des fois à 60 jours. C'est pas un problème, mais les institutionnels, peut-être qu'ils vont te payer à 60 ou 90 jours. Ouais. Et pendant ce temps, toi, tous les mois, tu as payé tes employés, tu t'es versé un salaire, tu as tenté de te verser un salaire. Donc ça, c'est clair que des fois, tu as envie de faire des choses, mais il y a la réalité des chiffres où l'argent, des fois, il rentre pas aussi vite que tu veux. Donc c'est pas toujours ce que tu veux faire, mais c'est parfois simplement la réalité qui commande, quoi. Et puis ça, justement, est-ce que tu l'as vécu sur le tas, ou est-ce que t'as pu l'anticiper? Alors, tu avais ton expérience en tant que directeur de travaux, où tu me disais justement que tout d'un coup, il y avait des délais qui étaient encore plus longs. Ouais. Tu t'es dit, je me lance aussi dans une autre expérience entrepreneuriale avec cette entreprise dans les sols revêtements. Normalement, le cash devrait venir plus vite parce que les mandats sont aussi plus courts. Mais il y a quand même toujours cette latence. Cette latence, est-ce que tu avais pu l'anticiper ou non, pas? C'est un peu comme partout. Tu apprends en te plantant, en fait. Tu te trompes. Et parce qu'au début, on envoyait les factures. Maintenant, le boulot, il est terminé à midi. Le client, d'ici 17h ou le lendemain matin, il a la facture. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a dû réadapter, parce qu'au début, la facture, peut-être qu'elle venait pas aussitôt. Ouais, je vois ce donc, que tu veux dire. C'est clair que si tu envoies la facture avec une semaine ou 2 semaines après que tu aies fini le boulot, il faut pas t'attendre à être payé tout de suite. Donc déjà, ce qu'on a adapté, c'est le travail est terminé, le travail est accepté par le client, la facture, elle est envoyée dans les 24-48 heures. Ensuite, les factures, au début, on mettait paiement à 30 jours parce que c'est ce qu'on voyait usuellement. Mais on s'aperçoit que quand tu mets les paiements à 30 jours, les clients payent à 45 ou 60 jours, quoi. Donc, ce qu'on a fait maintenant, c'est paiement à 10 jours. Et puis, si le paiement ne vient pas à 10 jours, on fait un petit rappel amical par téléphone ou par courriel au bout de 20 ou 30 jours. Ouais. Et juste à savoir, est-ce que vous avez bien reçu notre facture, est-ce que tout est en ordre, etc. Donc ça, c'est des adaptations qui viennent parce qu'on a vu que, comme on faisait au début, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Et là,
Au final, l'apprentissage, enfin, l'entrepreneur, c'est aussi un apprentissage. Mais là, c'est toi-même tu dois te rendre compte du problème et tu dois le solutionner toi-même, quoi. Ouais. Dernière question, si tu devais donner un conseil au petit Carlos, 15 ans, 16 ans, qui commence son apprentissage demain, tu lui dirais quoi? C'est intéressant cette question. Ouais, je lui dirais de se faire confiance. Et c'est marrant que tu me poses cette question-là, parce que je te montrerai peut-être tout à l'heure, j'ai mon apprenti. Ce matin, il m'a écrit, puis il me dit, écoute, j'ai eu des mauvaises notes, tu vas recevoir le bulletin. Je me sens pas bien parce que je sais pas comment faire, pour que ça aille mieux, quoi. Et en fait, tous ceux qui ont fait un apprentissage, je pense qu'ils savent, quoi. Le premier semestre, tu te prends une claque parce que tu sais pas comment apprendre, tu as des choses nouvelles qui arrivent. En plus de la matière professionnelle, hein, t'as tout qui change dans ce stage-là, tu vois. Donc, il y a plein de choses nouvelles. Et ce que je lui ai dit, c'est, écoute, fais-toi confiance et puis surtout, t'es pas seul, quoi. Il y a la boîte qui est là et puis maintenant, il y a quantité de choses qui existent pour entourer les apprentis. Donc, je lui ai dit, fais-toi confiance, quoi. Donc, c'est ce que je dirais à Carlos à 15 ans, fais-toi confiance, ça va aller. Bon, bah merci beaucoup pour ce partage riche, Carlos, et puis Avec plaisir. à bientôt. À plus, ouais, merci. Merci.